Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour cette rencontre virtuelle. Mon nom est Laurier Lacroix et j'aurai le plaisir de vous accueillir, nombreux et nombreuses aujourd'hui pour cette journée d'études que je vais co-animer avec mon collègue Dominique Hardy. Je ne sais pas si on verra Dominique peut-être tout à l'heure à l'écran. Malheureusement, la technologie ne permet pas de nous réunir. On est chacun chez soi, ce qui est pratique et permet d'admettre un plus grand nombre de personnes, mais ça a l'inconvénient donc d'empêcher des échanges plus chaleureux et spontanés en salle. J'espère que la technologie ne vous frustrera pas trop et que vous participerez à nos discussions qui auront lieu tout au cours de la journée. Alors, ce colloque est rendu possible grâce à la généreuse participation du CRILC. Le CRILC, c'est le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, et la Faculté des arts de l'UQAM également, qui nous apporte son support financier. Je les remercie chaleureusement. Au CRILC, nous bénéficions de l'appui de sa coordinatrice, Lise Bisoni, et des assistants et assistantes qui vont nous suivre aujourd'hui toute la journée, Juliane, Francis, Morane, Samuel et une autre personne que j'oublie, là, je m'excuse, et donc ils vont être avec nous dans cet espace virtuel. La rencontre se situe donc dans le cadre d'un projet de recherche subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour la période 2018-2021. Ce colloque marque la fin de la deuxième année de nos travaux. L'équipe de recherche donc comprend Dominique Hardy comme co-chercheur que vous verrez tout à l'heure, les assistantes et assistants Marie Ferron-Deshôtels, Mélissa Harvey, Héloïse Fouquet-Blanchette et Christophe Scott. Le projet de recherche intitulé « Atelier d'artistes au Québec, 1800-1980, typologie, fonction et représentation » s'intéresse à comprendre comment ont évolué les ateliers d'artistes au Québec au cours des 2 derniers siècles. En se tournant vers l'histoire des ateliers, l'étude vise à fournir un nouveau regard sur l'histoire de l'art en portant son attention sur le lieu de production des œuvres et certaines de ses incidences sur la création. La périodisation est définie à partir de 1800, période pour laquelle nous commençons à mieux documenter de façon plus globale le rôle et la place de l'atelier au Québec. D'autre part, le moment d'arrêt de la recherche, 1980, signale une période où s'opèrent des changements majeurs dans les fonctions et la forme de l'atelier, alors que l'art conceptuel, la performance, l'in situ, l'art relationnel et les technologies modifient profondément l'environnement de travail de l'artiste. On verra tout à l'heure avec Massimo Guerrera comment, justement, l'atelier devient l'œuvre et qu'on est dans un autre paradigme après 1980. Cela ne signifie pas pour autant que l'atelier, tel qu'il s'était développé jusqu'alors, cesse de jouer son rôle. Au contraire, notre enquête mise sur ces invariants pour mieux comprendre l'histoire et l'importance de l'atelier. Le colloque d'aujourd'hui, intitulé « Fonction de l'atelier d'artiste », souhaite aborder quelques-unes des activités qui ont l'atelier pour cadre. On pense bien sûr à la production d'une œuvre à proprement parler, mais également l'atelier remplit plusieurs rôles en ce qu'il favorise l'élaboration de cette œuvre, qui regroupe les matériaux nécessaires à sa production, tout comme il est l'entrepôt de l'œuvre réalisée. L'atelier est un espace à soi, lieu intime pour imaginer et penser, mais également espace ouvert, lieu de sociabilité pour accueillir les amis et professionnels qui ont le privilège de partager cet emplacement et d'apprécier l'œuvre dans son environnement de création. Notre rencontre pourrait aussi s'intituler « Le temps de l'atelier ». En effet, tout au cours de la journée, nous entendrons 12 intervenantes et intervenants qui, tout en abordant un aspect de leur activité, nous permettront de saisir la manière dont se distribue le temps dans cet espace. Les sujets seront traités au moyen d'études de cas tirées de l'histoire de l'art, en évoquant les figures de François Béhergé, Ozias Leduc et Henri Hébert, mais également en invitant les témoignages des artistes et de commissaires-chercheurs. Le colloque est organisé autour de 3 thèmes définis par 2 verbes chacun. Le premier thème, rêver, réfléchir, porte sur ces moments qui précèdent et accompagnent la création à proprement parler. C'est un temps pour imaginer, penser
élaborer mentalement son projet. La musique et la lecture viennent parfois enrichir ces moments de spéculation où l'imagination est au pouvoir. Nous entendrons Michel Goulet, Marie-Hélène Naud et Roger Bellemare traiter de ces sujets. Le deuxième thème est l'atelier « Faire, faire, faire ». Il porte sur la raison d'être de l'atelier, la production d'une œuvre. Le processus créateur sera omniprésent dans les communications que nous entendrons, mais il s'agira au cours de cette séance d'évoquer les étapes physiques de la réalisation d'une œuvre qui nécessite l'intervention de collaborateurs, qu'ils soient assistants ou techniciens. Ce sera l'occasion d'entendre Pierre-Olivier Ouellette, Martha Townsend et Massimo Guerrera. Le troisième thème porte sur le thème de l'atelier comme lieu de sociabilité. C'est sur les relations d'échange et les discussions que portera la troisième séance en début d'après-midi et qui nous permettra d'entendre Janet Brooke, Marie Côté et Anne-Marie Saint-Jean-Aubre. Elles vont présenter leurs expériences de l'atelier comme espace de rencontre autour de l'œuvre, qu'elle soit en cours ou terminée. Cette journée ne serait pas complète sans un élément de comparaison qui me semble indispensable et qui permet de comprendre d'une autre manière la spécificité de l'atelier d'artiste. Une table ronde réunissant un chorégraphe, une écrivaine et un compositeur, soit Paul-André Fortier, Louise Dupré et Éric Champagne, nous permettra en après-midi de pénétrer dans l'atelier de chacun de ces créateurs et de comprendre comment s'organise leur temps, quelles sont les fonctions de leur atelier, et ainsi de jeter un coup d'œil comparatif sur les œuvres de création. Ce colloque est le deuxième organisé par le groupe de recherche Atelier d'artistes au Québec 1800-1980. L'an dernier, nous nous retrouvions autour du thème Atelier d'artistes à Montréal, caractéristiques et défis. Vous pouvez le visionner, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui n'étaient pas présents, en vous connectant à notre blog, que vous pouvez consulter à l'adresse. Et là, malheureusement, je ne l'ai pas écrite, mais je vous la donne et je pourrais la répéter en cours de journée. L'adresse de notre blog, c'est Atelier Artiste au pluriel, atelier pluriel, artiste pluriel, qc.art.blog. Donc, tout ça s'écrit en un seul mot, ateliersartistes qc.art.blog. Voici maintenant quelques précisions sur le déroulement de la journée. Le colloque est organisé autour de brèves interventions qui invitent à présenter l'essentiel d'un propos et de discussions libres afin de reprendre, développer et ajouter aux informations et connaissances livrées en séance. Chaque intervenante et intervenant s'est vu accorder 10 minutes. Ce temps qui leur est imparti vise à vous donner la parole. Vos questions, commentaires et expériences enrichiront les échanges de la journée. Afin de pouvoir participer aux discussions, vous êtes priés d'aller dans l'onglet Participants, celui qu'on voit au bas de l'écran. Au bas de votre écran, probablement, sur le mien, il est au bas de l'écran. Et vous appuyez, il y a une fonction « Lever la main ». Si vous appuyez sur « Participants », vous allez avoir apparaître un petit signe « Lever la main ». Et donc, ce signe permettra à l'animateur de vous donner la parole. Vous pouvez également aller sous l'onglet Conversation ou Converser, qui est juste à côté. Et vous pouvez donc poser votre question par écrit, qui sera reprise par Dominique Hardy, responsable de la discussion. Donc, deux moyens, lever la main ou rédiger votre question sous l'onglet Converser. Il est possible que la technologie fasse défaut en quelques moments et entraîne des délais. Donc, je vous remercie de votre compréhension, de votre patience. Nous avons tout prévu, sauf l'imprévu, puis on sait maintenant que l'imprévu fait partie intégrante de nos vies. Nous ferons une brève pause après la première séance pour reprendre à 11 h. Donc, probablement vers 11 h moins quart, il y aura une pause et on reprendra à 11 h. Donc, vous restez connectés pendant ce temps-là. Ce midi, par contre, pendant l'heure du lunch, vous vous déconnecterez et utiliserez le même lien pour vous connecter de nouveau à la séance de 13h30. Et donc, je vous demande de vous brancher un petit peu avant 13h30 pour qu'on puisse commencer à l'heure précise.
Je remercie vraiment chaleureusement toutes les personnes que vous allez entendre aujourd'hui parce que sans elles, cette rencontre n'aurait pas lieu, évidemment, puis leurs réflexions. J'ai eu l'occasion d'en partager quelques-unes au cours des derniers jours et je pense qu'elle va nous permettre une bien meilleure compréhension de ce lieu essentiel à la réalisation de l'œuvre de création qu'est l'atelier. Alors, sans plus tarder, il est 9h44, on est dans notre temps. On va entamer tout de suite la première séance qui s'appelle l'atelier Rêver, réfléchir, qui est consacrée aux activités qui accompagnent la création et la production à proprement parler. Elle débute avec la communication de Michel Goulet. Michel Goulet qui n'a pas besoin de présentation. Je rappellerai seulement qu'il a une pratique artistique depuis maintenant 45 ans. Il est reconnu par ses sculptures, par son apport à l'art public. Les fameuses chaises ou les bancs, c'est Michel Goulet. Il a réalisé plus de 70 œuvres pérennes disséminées à travers le Canada, la France, la Belgique. Ces œuvres font partie de nombreuses expositions importantes dans des lieux prestigieux au Canada et à l'étranger. Le Musée d'art contemporain, en 2004, lui a consacré une rétrospective. En 1988, il a représenté officiellement le Canada à la Biennale de Venise et en 1990, il a reçu le prix Paul-Émile Bordua. En 2008, le Conseil des arts du Canada lui a remis le prix du gouverneur général en reconnaissant l'ensemble de sa carrière. Et en 2010, c'est l'Université de Sherbrooke qui lui a conféré un doctorat honorifique. En 2018, il a été fait officier de l'Ordre national du Québec. Michel Goulet est également connu comme scénographe. Ses créations, ses compositions ont été vues sur les grandes salles de théâtre et d'opéra, tant ici qu'en Europe. Je termine en rappelant que Michel a enseigné la sculpture à l'Université d'Ottawa de 1976 à 1986 et à l'UQAM de 1987 à 2004. Alors, sans plus tarder, Michel Goulet, à toi la parole. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours voulu avoir un atelier. Peut-être même avant d'avoir pris l'engagement ferme d'être artiste. À 14 ans, j'avais la clé du local des cours d'art visuel de ma municipalité et je pouvais m'y réfugier seul les fins de semaine, tous les jours de congé et tous les jours d'été. Vous comprendrez que je n'ai jamais été un très grand sportif. Encore adolescent, avec des amis, nous avons loué, avec la complicité d'un adulte, comme atelier, un appartement dans les toits d'une maison d'un quartier populaire de la ville. Nous y avons refait plus la société et le monde que la peinture. Il faut dire que mes deux compagnons de l'époque sont devenus l'un philosophe et l'autre poète. L'atelier était à ce moment-là et est toujours un refuge où je peux me retrouver dans un monde qui n'appartient ni au temps, ni à l'espace et qui permet de visualiser sans l'effort de le réaliser, ce qui me permet de me connecter à mon monde, là où tout est possible. Personne ne vient jouer les troubles fêtes, personne ne juge, personne n'est indifférent. Pas de visite, pas de témoins, pas de musique, pas de croquis, pas de notes, pas d'échéance. L'atelier était à ce moment-là et est toujours une forme d'engagement, une loyauté à une tâche qu'on assume volontiers. Passer à l'atelier, c'est se commettre. C'est prendre conscience du rôle qu'on veut jouer comme individu. C'est renoncer à n'être qu'un observateur et s'engager dans un univers flou, voilé, indécis et incertain. Un univers toujours fait de découvertes et de surprises, mais souvent aussi de doutes et de déceptions. L'atelier est un lieu de production. On peut se dire que le but ultime pour un artiste d'avoir son atelier, c'est toujours, surtout s'il fait de la sculpture ou de l'installation, est d'avoir un lieu où il peut réaliser des œuvres et les installer. À l'atelier, c'est l'espace, les machines, les outils, les matières. L'espace grand et haut comme un musée, des machines et des outils pour tout faire, en quelque sorte, l'indépendance. L'atelier, ce sont aussi les matériaux,
Le plus souvent, des surplus de matériaux d'œuvre précédentes ou celles rêvées ou commencées, mais qui n'existeront pas. Rarement à disposition les matériaux nécessaires pour la prochaine œuvre, parce que chaque fois, celle-ci commande ses matériaux et ses techniques. Dans mon atelier, l'œuvre naît rarement de la matière. Elle naît d'une idée et commande sa matérialité. L'atelier est un lieu de réalisation, mais tout n'est pas réalisé dans l'atelier. En prenant le parti de faire de l'art public, de l'art à grande échelle, une part importante de la réalisation est faite ailleurs, chez des artisans choisis ou dans des entreprises spécialisées. Tout au plus, des fragments sont réalisés en atelier comme modèle, comme exemple. En choisissant de faire de la scénographie de théâtre, on choisit presque toujours de confier à d'autres les réalisations des scènes. L'atelier est un lieu de réflexion. C'est rare que l'idée première, celle qui engendrera l'œuvre, apparaisse dans l'atelier. Pour moi, c'est presque toujours ailleurs. Un commentaire dans un journal, un objet, une construction, une vitrine ou un étalage dans un magasin. Partout et nulle part en particulier. C'est souvent un égarement dans un film, une pièce de théâtre, dans une lecture, dans une conversation. C'est souvent une distraction dans une discussion ou au théâtre. Tout ça, c'est du bagage, pas encore une œuvre. L'auto et la longue route est souvent catalyseur des idées. Dans l'atelier, on réfléchit autant qu'on produit. On ne réfléchit pas vraiment, car réfléchir serait procéder par relation logique, de cause à effet, de problème à solution. Ce serait faire un calcul pour arriver à un résultat, pour réussir. On ne réfléchit pas, on jongle avec les idées. On apprécie et déprécie des images qui arrivent, furtives. On rêve d'une forme en proximité d'une autre, d'un objet posé sur un autre, d'une couleur éclipsant une autre, d'une idée bousculant les idées. On s'assure que l'œuvre à venir ne soit pas une dérive d'une œuvre qu'on a vue et aimée, mais un objet qui prend racine dans la vie. L'atelier est un purgatoire. Durant toutes ces années passées à l'atelier, nulle part ailleurs, je n'ai autant eu le sentiment d'incompétence, d'incertitude, de manque, de désordre. Je sais que je tiens quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Puis viennent un mot, quelques mots et un titre pour une œuvre. Quand vient le titre de l'œuvre, vient le concept, viennent petit à petit les images, les formes, les objets, la présentation, les stratégies visuelles. Un temps d'épreuve. Là où on juge la qualité et la pertinence de l'œuvre qui apparaît, là où on remet tout en question, là où on retranche, remplace, rajoute, rapproche, distance et combine. Puis, ces moments difficiles cèdent la place au plaisir de voir apparaître une proposition bien différente de celle qui avait été prévue. Nulle part autre que dans l'atelier, j'ai eu autant le sentiment de renaître. L'atelier, c'est la liberté. Je n'aime pas que le regard de l'autre se pose sur une œuvre en train de se faire. Je n'aime pas qu'on découvre une œuvre dans un environnement qui ne lui rend pas justice. L'atelier pour un artiste qui s'installe dans l'espace, surtout si les éléments de son œuvre sont des objets communs, n'est jamais un environnement adéquat pour découvrir une œuvre. Il faut faire abstraction de tout ce qui est autour, alors que l'œuvre installée, au contraire, voudra faire découvrir, prendre conscience de l'espace qui nous entoure, du contexte. L'œuvre à l'atelier ne concerne que moi, ne questionne que moi, ne s'adresse qu'à moi, n'existe que pour moi. L'œuvre me libère. Il en sera certainement autrement dès qu'elle passera les portes de l'atelier, parce qu'il faudra partager, animer, protéger, défendre, justifier, ou tout du moins
combattre l'indifférence. Pourtant, pendant de longues heures, assis sur la seule chaise de l'atelier, aucun outil à la main, je rêve de vous. Je rêve, je vous imagine tous et toutes devant mon œuvre. Je rends le lieu plus neutre. Je vous épie. Je rêve. J'observe ce que vous regardez d'abord. Avec vous, je construis puis déconstruis l'œuvre. Je rêve. Je comprends ce que vous aimez, ce que vous esquivez, ce qui vous déçoit, ce qui vous place dans l'embarras, contribue à votre indifférence. Je cherche les références qui vous viendront à l'esprit. J'essaie de savoir ce qui vous séduira, ce qui ne captera pas votre attention. Je rêve. C'est le moment où l'œuvre vous appartient. Je pensais que je la faisais pour moi, mais je la faisais pour vous. Si vous n'êtes pas là, je ne réalise pas. Je ne me réalise pas. Il ne me reste plus qu'à souhaiter qu'elle rejoigne vos sensibilités, vos expériences. Elle est une semence et vous en êtes le terreau. En conclusion, je reprendrai ici l'idée du jongleur. Vous le voyez, il lance une balle haut dans les airs, puis une deuxième, puis une autre, et les rattrape pour les relancer dans un ballet bien orchestré, comme un manège habile. Puis il ajoute un objet, puis un autre, en laisse tomber un, puis un autre. Il remplace et ordonne différemment. À la fin, aucun des objets du départ, ni l'ordre de la lancée, ni la routine ne sont les mêmes, mais le spectacle est convaincant. Il y a chez l'artiste deux personnes, celle qui sait faire, qui a du métier, de la technique, de la compétence, de l'habileté, de la persévérance et qui réalise des œuvres, qui concrétise des idées, qui relève des défis. Et celle qui a de l'humanité, qui croit avoir ou se donne le don de magicien, qui risque et qui se perd dans les abstractions. Il a souvent la tête dans les nuages et rêve de tout et de rien. Il rêve aussi de cet objet complexe et maîtrisé qui gagnera les esprits et les cœurs de tous. Comme à l'atelier, il n'y a pas de visiteurs, pas de témoins, il n'y a pas de gêne à avoir l'air de ne rien faire, de rêver, de fabuler, même pendant des semaines entières. Un visiteur occasionnel, même amical et discret, intimide toujours. L'âge et l'expérience n'améliorent pas les choses. Ne pensez pas que l'atelier soit un lieu intime, mais c'est un lieu privé. Merci. Merci, Michel. Je vois que pour quelqu'un qui n'aime pas faire entrer les gens dans leur atelier, tu nous as placés devant. Alors, merci beaucoup de nous permettre de l'entrevoir. Tes propos annoncent plusieurs des sujets qui vont être abordés aujourd'hui, donc ça met la table pour notre colloque. Je retiens donc ce désir d'atelier qui s'est manifesté très tôt, cette notion d'atelier comme lieu d'égarement, comme refuge également, cet espace qui autorise toutes les dérives dont tu parlais, qui est un lieu de la raison, mais en même temps de la rêverie. Alors, merci beaucoup. Sans plus tarder, donc, nous allons accueillir Marie-Hélène Naud. Marie-Hélène Naud, qui est détentrice d'une maîtrise en histoire de l'art de l'Université de Montréal et d'une attestation d'études de deuxième cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur de l'UQAM. Son mémoire portait sur le décor d'Ozias-le-Duc à l'église de Farnham. Il a été publié aux éditions Gide. Elle a d'ailleurs fait partie du comité pour la restauration des œuvres de Le-Duc à Farnham. Au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, elle a complété un stage en tant que conférencière conservatrice, dans le cadre duquel elle fut co-organisatrice du colloque Ozias-le-Duc aux sources de l'œuvre. Elle occupe présentement le poste de coordonnatrice aux activités culturelles à la Guilde canadienne des métiers d'art à Montréal, où elle travaille depuis 2015. Parmi les articles qu'a publié Marie-Hélène Naud, il en est un qui porte sur la bibliothèque d'Ozias-le-Duc, et c'est de ce sujet qu'elle nous entretient ce matin, de l'importance de la lecture dans la production du peintre Ozias-le-Duc.
Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité pour donner cette conférence. Je vais maintenant partager mon PowerPoint. Donc, je vais partager mon petit écran avec vous. Et voilà, et le mettre en plein écran. Et voilà, donc comme vous l'avez annoncé, cette présentation porte sur la bibliothèque d'Ozia Sediuk comme source d'inspiration. Ozia Sediuk a construit son atelier Corelieu à partir de 1890 et il y a développé une imposante bibliothèque où il recueille un bon nombre d'ouvrages. Dans l'article que vous avez mentionné, qui a été publié dans les carnets d'histoire de Belleuil Mont-Saint-Hilaire, en 2018, j'ai traité des thèmes qui étaient récurrents dans les ouvrages d'Ozia Sediuk et aussi dans ses habitudes, par exemple, de mettre des articles de journaux dans ses pages, ses lettres, ses notes. Mais dans le cadre de la présentation, je vais plutôt m'intéresser à la façon dont les ouvrages de sa bibliothèque ont pu contribuer à l'inspirer dans la création de ses œuvres. Donc, dans ses livres, le duc pouvait consulter les notions exposées par les auteurs, mais aussi les illustrations qui abondaient dans les ouvrages. Donc, on va tenir compte de la consultation du texte, mais aussi des images dans les livres comme source d'inspiration. Et dans la présentation, je ne pourrais pas faire le tour de la question, mais me présenter plutôt des pistes de réflexion en lien avec le thème. Le duc n'est pas sans savoir aussi l'importance des illustrations dans l'apprentissage d'un peintre et dans le cheminement d'un artiste. Lorsqu'il était élève, par exemple, en 1880-81, son professeur Jean-Baptiste Nectar-Galipeau lui avait partagé de belles œuvres, de belles images à copier pour qu'il développe sa main et son œil d'artiste. Donc, parmi les ouvrages que possédait le duc, certains sont plutôt pratiques pour apprendre justement le dessin. Donc, A Guide to Figure Drawing, manuel de dessin à l'usage de l'enseignement primaire. On peut se dire que ces ouvrages-là ont pu être utilisés par Ozia Sediuk en tant qu'enseignant aussi, parce qu'il recevait des élèves à Saint-Hilaire dans son atelier. Il possédait donc aussi des ouvrages plus pointus, comme par exemple Windows, A Book About Stained and Painted Glass, qui lui était utile parce qu'il a fait, on sait, des dessins, par exemple, pour des vitraux dans le cours de sa carrière, comme il était décorateur d'église. Entre autres aussi, certains ouvrages plus spécifiques comme La Mosaïque, qui ont pu lui être utiles pour certains décors, dont celle de la chapelle du Sacré-Cœur de l'église de Saint-Enfant Jésus du Myland, où l'on aperçoit autour du Christ en croix la fausse mosaïque dorée qui donne un peu l'impression d'intemporalité qu'on retrouve dans l'art byzantin. Il possédait aussi des dictionnaires de symboles. Donc, on voit des feuilles, par exemple, qui encadrent le Christ. Donc, certains motifs ornementaux ont été élaborés à partir de la consultation de ces dictionnaires aussi. Ces ouvrages pratiques bien sûr, composer sa bibliothèque, mais aussi certains plus généraux, des ouvrages sur l'histoire de l'art qui lui permettaient d'avoir une bonne culture visuelle et aussi de situer son travail par rapport à celui de d'autres peintres du passé et d'autres peintres contemporains. Certains ouvrages traitaient aussi de ses propres œuvres. On sait qu'il a un corpus très imposant, donc autant les décors d'église que les toiles qu'il a réalisées. Donc, ça lui permettait d'avoir un peu un historique de tout son travail. Ensuite, on peut aussi remarquer que dans ses natures mortes, il intégrait des ouvrages qu'il possédait. Donc, autant pour leur fonction de source de connaissances que esthétique. Et entre autres, il pouvait créer des mises en abîme avec les livres d'histoire de l'art. Donc, c'était vraiment, par exemple, comme celle de Nature morte au livre qu'on voit présentement, où une fine couche de papier vient comme cacher une œuvre qui représente un artiste en train de peindre un modèle. Donc, les illustrations ont pu lui servir de modèle lui-même pour d'autres sujets, par exemple, qui devaient représenter dans les décors d'église. C'était courant pour le clergé de demander, par exemple, des reproductions de peintres italiens pour faire des liens directs avec le Vatican, dont Raphaël, par exemple. Dans notre mémoire de maîtrise, on a identifié certaines sources visuelles pour le décor de Farnham, mais en consultant la bibliothèque d'Ozias-le-Duc au musée de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, on a vraiment vu certaines sources visuelles qu'on n'avait pas pu identifier dans le passé.
dont, par exemple, pour la tempérance et la justice qui se trouvaient à Farnham. Et ce fut une belle surprise. Elles étaient sur 2 pages jointes dans l'ouvrage Le catalogue illustré des œuvres de William Bouguereau. Donc, Ozias Leduc s'est servi de ces 2 illustrations donc, qui étaient dans l'église Sainte-Clotilde et qui ont été réalisées par Bouguereau. Donc, le décor de Sainte-Clotilde comprend entre autres les 4 vertus cardinales, mais aussi les 3 vertus théologales et des scènes de Saint-Louis de Gonzague. Donc, ce qui nous a amené aussi à pouvoir remarquer la part de Ozias Leduc dans ses œuvres, par exemple l'usage de la couleur, l'ajout des emblèmes qui surplombent les œuvres. Donc, entre autres, la justice est surplombée par un triangle et l'œil du divin qui montre l'omniprésence et la Trinité, et aussi qui est relié, ce symbole, à la franc-maçonnerie. Donc, on peut mieux mesurer la part de Leduc par rapport à ses sources visuelles également. Et la consultation de ce même ouvrage nous a amené une autre surprise qu'on n'avait pas anticipée lors de notre étude de Farnham, qui était la dernière communion, en fait, de Saint-Louis de Gonzague, qui fait partie du même décor de l'église Sainte-Clotilde réalisée par Bouguereau, et elle se trouvait quelques images plus loin dans le livre. Donc ça, ce fut vraiment une belle surprise parce que ça nous permet de faire des rapprochements avec la communion de Saint-Louis de Gonzague qui se trouve à Farnham et dont on voit un peu des rapprochements. Par exemple, Saint-Charles Borromée qui remet l'hostie à Saint-Louis de Gonzague, qui représente la jeunesse studieuse. Et le prêtre, entre autres, qui représente, encore une fois, qui donne la communion à Saint-Louis de Gonzague. Leur posture est très similaire. La fenêtre qui se trouve aussi en arrière-plan pour les 2 scènes qui créent une ouverture. Donc, tous ces petits détails sont, c'est une illustration qu'on n'avait pas pu vraiment appréhender pour comparaison, mais qui faisait partie de la culture visuelle de Leduc et qui est importante de prendre en considération. Donc, parfois, Leduc copiait en fait des images, mais parfois, il s'en inspirait de façon plus générale, dont, entre autres, pour voyager. Donc, dans le pays des croisades, ça montre des différents paysages dans les scènes bibliques, donc le pays du Christ qui l'a foulé et certaines représentations de personnages également, et ça permettait d'augmenter la véracité des scènes représentées, entre autres. Donc, dans le pays des croisades, on retrouve le grand prêtre juif d'Antoine Calmet, et on peut voir qu'ici, on a certains éléments de l'habit du grand prêtre dont Leduc a pu s'inspirer pour pouvoir représenter le mariage de la Vierge qui se trouve à Saint-Hilaire, donc de façon un peu plus véridique. Donc, il y a aussi parmi les ouvrages que possédait Leduc, il y avait la lecture de certains artistes, dont Maurice Denis et Louis Joris Carl Wisman, un critique d'art qui avait une préférence non déguisée pour le symbolisme. Et donc, ça témoigne l'intérêt de Leduc pour ce courant auquel il était relié. Et ces livres ont été choisis par Leduc, ne laissent pas de doute pour son intérêt à leur égard. On peut penser qu'évidemment, comme tout bon lecteur, il prenait certains concepts, il en laissait d'autres de côté, mais il serait intéressant de faire des rapprochements entre les idées promues dans les ouvrages de sa bibliothèque et celles qui animent ses lettres et ses discours, comme par exemple la conférence qu'il avait donnée à la Société d'histoire de Saint-Hyacinthe. Donc, ces idéaux ont bien sûr changé avec les années, se sont enrichis, tout comme ses connaissances de la peinture et de la poésie. Mais dans cette recherche, donc, sa propre poésie témoigne aussi d'une recherche spirituelle intérieure constante et d'une autonomie, d'une spiritualité individuelle que la lecture a pu nourrir. Et Leduc était aussi un homme de son temps, donc il était très au fait de l'actualité et il est abonné à plusieurs périodiques et journaux dans lesquels il intègre entre autres des références à l'actualité dans ses décors d'église, comme par exemple à Shawinigan Sud, où on voit les métiers de l'endroit. Pour conclure, grâce aux livres de sa bibliothèque, Leduc peut approfondir ses connaissances en ce qui a trait à son métier de peintre, copier ou s'inspirer d'illustrations d'œuvres de l'histoire de l'art, voyager, relier sa pratique à des courants artistiques spécifiques, développer un point de vue critique sur l'art, une spiritualité intime et individuelle et s'inscrire dans son époque en tenant compte de l'actualité.
Selon nous, la lecture permet aussi quelque chose de particulièrement précieux. C'est une concentration sans tension dans l'instant qui favorise le jaillissement d'idées spontanées nouvelles qui nourrissent l'inspiration de l'artiste. Bien qu'il n'y ait aucun témoignage que ce soit produit pour le Duc, on peut se dire pour l'avoir expérimenté nous-mêmes qu'il a pu en effet le vivre. Donc, merci beaucoup. Vous nous révélez beaucoup de choses des livres pour cet artiste autodidacte. Parce que les livres, on le sait, ont été très importants dans sa production. Le temps nous invite à passer de la lecture à la musique en invitant Roger Bellemare à se joindre à nous. Le nom de Roger Bellemare, évidemment, vous êtes familier en raison de la galerie qu'il a fondée en 1970 et qui a toujours pignon sur rue, associée maintenant avec Christian Lambert. Il ne faudrait pas ignorer cependant les deux carrières parallèles que Roger Bellemare a menées à la fois comme artiste et comme compositeur et interprète. En effet, il est l'auteur d'une riche production visuelle, souvent nourrie de ses connaissances musicales. Suite à des études en musique, il a composé, interprété, enregistré plusieurs pièces, inspirées entre autres par les poèmes d'Anne Hébert, de Saint-Denis Garneau, de Gaston Miron. En 1990, il créait sur scène et sur disque le rôle d'Eugène Cyr dans l'opéra Nelligan d'André Gagnon et Michel Tremblay. Aujourd'hui, Roger Bellemare, peut-être qu'on va le voir à l'écran, évoque pour nous le rôle de la musique dans son atelier et dans ses œuvres. Alors Roger, est-ce que tu es là? Oui, voilà, il est là et même dans la galerie. Alors, bienvenue Roger, merci de ta présence. Nous t'écoutons. Alors, bonjour et surtout merci à tous et surtout Laurier qui a pris l'initiative de cette émission. La dernière fois que j'avais participé, c'était en 1995 où on parlait des ateliers, où j'avais été invité à recevoir chez moi à l'atelier. Mais c'était à ce moment-là plus un lieu spécial que les gens venaient voir un peu comme on va au zoo pour vérifier comment ça vit un artiste et comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, on est interpellé à dire un peu plus de l'intérieur. Alors, comme il y a 25 ans qui se sont écoulés depuis ces premières visites, ça s'appelait les ateliers s'exposent. Maintenant, on demande aux artistes aussi de participer à s'exposer un petit peu eux-mêmes. Alors, Michel, bonjour Michel. Michel a tellement bien parlé et avec moi, j'ai ressenti vraiment dans ce que Michel a dit, le parcours parfois sinueux mais passionnant de l'intériorité qui se passe pour un créateur dans son atelier, qu'il me reste peu de choses à dire au fond, sinon à passer un peu dans les mailles de ce filet-là qui était merveilleusement expliqué par Michel. Maintenant, comme ma spécialité aujourd'hui était la musique, et c'est pour ça que j'ai été invité, j'avais préparé un petit texte, mais qui était juste pour moi comme des petits jalons de réflexion. Alors, curieusement, je n'écoute jamais de musique en travaillant dans l'atelier. La musique dans l'atelier est uniquement intérieure. Les rythmes, surtout, auxquels je suis à l'écoute, cadencent l'évolution des œuvres. Je perçois une pulsation qui déclenche un élan qui se maintient ensuite en variation. Les œuvres m'apparaissent terminées lorsqu'il y a une harmonie, et je parle encore symboliquement, entre la mélodie, c'est-à-dire le côté linéaire de l'œuvre, et le rythme qui est sa structure interne. L'une ou l'autre sont parfois invisibles, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas présentes dans l'œuvre, comme les battements de notre cœur ne sont pas nécessairement conscients quand on existe. La musique, donc, devient pour moi à l'atelier un peu invisible, inaudible, mais présente et presque toujours immobile.
l'analogie des espaces de l'entre les lignes s'appliquerait ici. J'ai été mal équipé personnellement pour proposer des images du travail sur l'écran aujourd'hui. Mais on peut voir certainement sur le site de la galerie Christian Lambert, qui représente mon travail, des illustrations pertinentes pour évoquer ce dont je parle, particulièrement dans une série que j'ai faite qui concerne spécifiquement la musique, mais qui s'appelle Les Géants Migrateurs, et une autre qui s'appelle Archéologie du présent. Dans Les Géants Migrateurs, la proposition est d'illustrer d'une certaine façon le côté parallèle, d'une certaine manière, mais rêvé, entre la migration d'oiseaux et la migration par excellence, qui est celle de la musique, qui évidemment se transporte partout par les moyens maintenant du disque, du concert ou de tout. Alors, les géants migrateurs veulent sensibiliser à la musique comme élément migrateur en associant des portraits de musiciens avec des oiseaux de passage. Et l'archéologie du présent proposait des portraits de compositeurs par l'ajout discret de certains éléments, parce que j'ai toujours une propension un peu au minimalisme, retrouvent leur actualité de maintenant, mais avec des petits éléments qui seraient ajoutés pour décontextualiser des pauses d'origine. Parce que quand on pense à Mozart, on pense à Menotti ou à des musiciens plus contemporains comme Berg ou Webern. Évidemment, on fige les images dans quelque chose d'un peu stéréotypé, à force de les avoir vues. Et ça n'a rien à voir avec la musique, ça a à faire avec l'image d'une personne. Maintenant, j'ai cru être invité par mes voix intérieures, justement, à ajouter parfois ou commenter ces portraits-là, mais en ajoutant un élément qui les réactualise dans le présent. Alors, quand je suis dans l'atelier, qui est un lieu évidemment un peu, c'est un lieu privilégié, c'est sûr, de méditation, c'est à l'écoute de cette musique intérieure que je suis. Nos vies sont ponctuées de rythmes, de silence, d'élan, de complexité, de duos, de trios, de quatuors, de chœurs même parfois où on a affaire à des comportements de foule qui nous envahissent. Je pense que la musique, pour moi, est présente, mais d'une façon permanente. Et j'ai tellement entendu et écouté de musique au cours de ma vie, à partir de mon enfance, que j'ai l'impression maintenant que je peux tourner ou appuyer sur on et la musique, je l'entends en moi avec une précision qui des fois m'étonne. Alors, mais la musique intérieure qui correspond à la personnalité, si on peut dire, d'un artiste, demande beaucoup plus d'attention. Parce que la musique est couverte aussi par les réminiscences du passé, la musique est couverte aussi par des conditionnements, des peurs, des attentes. Alors, il faut être extrêmement attentif. C'est pour ça que j'associe un petit peu le travail à l'atelier à une espèce de méditation, mais active, dans le sens que je suis prêt à entendre même l'inaudible ou même entendre le mystère ou entendre quelque chose qui peut-être pourrait m'effrayer. Parce que parfois, dans mon corps, les œuvres, je n'ai pas de formation académique d'artiste. Donc, je suis allé, mon ami à l'époque, Molinari, me disait « Tu es chanceux parce que toi, tu y vas dans l'urgence, alors que moi, j'ai un programme. » Alors, c'est cette urgence-là qui est peut-être avec laquelle je suis mise en contact dans l'atelier. D'abord, c'est probablement l'urgence qui me fait entrer dans l'atelier. Et là, après une période un peu d'essayer de calme-toi,
je me mets à l'écoute de cette espèce de rythme ou de pulsion intérieure qui fait qu'il pourrait être animé ou enclenché des fois par un petit objet. Moi, je pense aux oiseaux migrateurs, aux géants migrateurs, où j'ai associé les oiseaux avec la musique. Ça traînait dans l'atelier des disques, des albums de disques, mais très anciens, que je gardais, mais sans savoir pourquoi, en me disant un jour, j'aimerais bien faire quelque chose avec ça. Et là, tout à coup, à partir d'une petite image, à côté de cet objet-là, un autre objet dans l'atelier avec lequel j'ai fait une association, j'ai mis les deux ensemble, alors on a commencé à travailler et je n'aurais jamais, au début de ce travail-là, qui était juste au fond, qui ressemblait beaucoup au fait de déplacer des objets, mais sans trop savoir comment, sans trop savoir pourquoi, mais que ça donnerait une exposition avec des œuvres qui étaient, pour la première fois dans ma production, grandioses, dans le sens, je parle du format, et je parle aussi des sujets qui ont pris une amplitude avec l'élaboration du travail. Alors, ça a commencé une petite cellule minuscule, et ça finit que presque toute la galerie était enchantée, je pourrais dire, selon mes règles à moi, avec ces propositions-là de musique d'oiseaux migrateurs associés à des portraits de compositeurs. Alors, l'atelier, évidemment, a pour moi valeur de refuge, certainement. Certainement parce que j'y trouve là la place unique où je peux être face à mes peurs, face à mon anxiété qui n'est pas petite, face à des choses que peut-être j'éviterais autrement dans une vie qui serait plus mondaine, plus super occupée. Alors, je réussis parce que j'ai des associés qui m'aident à pouvoir partager mon temps entre la direction de la galerie et l'atelier, où je vais régulièrement. D'ailleurs, de ce temps-ci, je suis en état de latence par rapport à l'atelier. J'y vais, je vais mettre mon nez là chaque jour et j'attends. Je suis dans l'attente et dans l'entente à l'intérieur de moi de cette musique intérieure qui, peut-être, bientôt, j'espère, pourrait déclencher un mouvement qui m'amène dans cette créativité. Parce que c'est là où je suis véritablement, je pense moi-même, heureux. Merci beaucoup.